Et si je vous disais qu'il existe une pathologie qui, rien que sur le territoire français, cause 40% des cas d'infertilité, mais en moyenne 7 ans à être diagnostiquée, qui, pour les personnes qui ont cette pathologie, dans 70% des cas, ces personnes souffrent de douleurs chroniques invalidantes. Que cela concerne une personne sur 10 possédant un utérus et qu'il existe à ce jour 0 traitement spécifique contre cette pathologie. Est-ce que ça vous paraît irréaliste? Oui? Eh bien sachez que cette pathologie, elle existe. Elle s'appelle l'endométriose. Aujourd'hui les mémis, on va pas se mentir, ce sera une vidéo dense, avec pas mal de termes scientifiques, je vous l'accorde, mais c'est une vidéo qui vous sera utile, parce que je sais que nombreux sont ceux qui ont cette pathologie, mais qui ne sont même pas au courant qu'ils l'ont. Donc cette vidéo a but de vous sensibiliser, mais également de vous éduquer pour que si jamais vous pensez l'avoir, vous puissiez avoir tous les outils, toutes les leçons, toutes les armes pour pouvoir vous faire diagnostiquer et vous faire aider du mieux possible. C'est quelque chose qui me rend dingue parce que, on va pas se mentir, il y a un tabou autour de l'endométriose. Je dirais même qu'il y a un tabou qui est énorme sur les menstruations en général. Les gens ont du mal à dire j'ai mes menstruations, j'ai mes règles. On est toujours obligé de le faire en secret en mode est-ce que tu aurais un tampon s'il te plaît? Est-ce que tu aurais une serviette hygiénique s'il te plaît? C'est quoi tes tips quand t'as ta menstruation? Pourquoi on est obligé de chuchoter? C'est littéralement quelque chose de normal, des choses qu'on apprend à l'école, les gens sont au courant que ça existe, c'est quelque chose qui est nécessaire, notamment à la procréation, et tout le monde agit comme si c'était la peste. Ça m'a toujours rendu dingue, mais ce qui me rend encore plus dingue, c'est que justement à cause du tabou qu'on a autour des menstruations, forcément les conséquences des menstruations, très peu de personnes sont informées, que ce soit les professionnels de la santé tout court, ou même les gens en général. Donc ça crée une ignorance générale, et c'est aberrant. Ça touche énormément de personnes, et il y a 0 traitement. La folie folle. Bref, aujourd'hui, on va s'éduquer, on va se sensibiliser pour que, à la fin de cette vidéo, vous soyez incollable sur l'endométriose. Je vais commencer la vidéo par une petite question. Est-ce que vous saviez qu'il existe un mot pour qualifier les douleurs que l'on ressent pendant qu'on a nos règles? Si la réponse est non, sachez que moi non plus je ne le savais pas. Maintenant je connais le nom, donc je vais vous le donner. C'est les dysménorrhées. Le mot a l'air super barbare à l'écrit, mais je vous assure qu'il est super facile à dire. Pour vous donner une définition un peu plus complète de ce que c'est les dysménorrhées, c'est les crampes et les douleurs qu'on peut ressentir au niveau de la zone pelvienne qui interviennent durant les menstruations et qui peuvent être un indice révélateur d'endométriose. Mais du coup, c'est quoi l'endométriose? Je vous préviens, le début de la vidéo va être relativement scientifique, mais je vous assure que j'essaie de simplifier au max. Vous allez comprendre, je vous assure. Déjà, je vais vous donner une définition simplifiée de l'endométriose. L'endométriose, c'est une pathologie qui est gynécologique et chronique et qui se caractérise par le fait qu'il y a un tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Et ben, quand on a de l'endométriose, ce tissu, il se développe en dehors de l'utérus. Ce tissu-là, on l'appelle l'endomètre. Quand on a de l'endométriose, cet endomètre, il vient venir se déposer sur d'autres organes, genre la vessie, le rectum, les ovaires ou le péritoine. Et c'est justement ça qui va causer des douleurs abdominales et plein d'autres symptômes. Concernant les symptômes de l'endométriose, on en a parlé un peu plus haut, on a déjà du coup les douleurs et les crampes au niveau de la zone pelvienne, mais il n'y a pas que ça. On a également les douleurs pendant les rapports sexuels, qu'on appelle dyspareunie, des douleurs au niveau de la défécation, des douleurs lombaires qui peuvent aller jusqu'aux jambes. On a également des difficultés à uriner ou mal lorsqu'on urine, et ça s'appelle du dysurie. On a plein d'autres symptômes qui peuvent paraître banals, genre les maux de tête, la nausée, les vomissements. Je connais très peu de maladies qui mettent autant de temps à être diagnostiquées que l'endométriose. C'est très grave. Pour pallier à tout ça, j'ai décidé de faire une petite liste des examens qui peuvent justement détecter l'endométriose. D'ailleurs, je suis aigrie, mais on va voir un peu plus tard dans la vidéo qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par le gouvernement pour justement pallier à cette ignorance médicale qu'on a autour de l'endométriose. Comment se fait-on diagnostiquer atteint de l'endométriose? On va commencer par des examens préliminaires. Il y en a 2. L'échographie pelvienne et l'échographie endovaginale. Là, on va utiliser les ultrasons pour voir vos organes internes, notamment pour mieux visualiser le col de l'utérus parce que c'est là où tout se passe. Petite précision, mais pour l'échographie endovaginale, on va vous mettre une petite sonde à l'intérieur du vagin, justement
on va revoir l'utérus. Et généralement, c'est indolore. Mais si jamais c'est douloureux, bien évidemment, il faut prévenir le personnel de santé pour que on arrête tout de suite l'examen. Il ne s'agit pas de passer un examen dans la douleur. Clairement pas. Ces examens-là, ils sont surtout là pour détecter les kystes ovariens. Mais en général, on ne voit pas les lésions qui sont liées justement à l'endométriose. Donc, c'est vraiment des examens préliminaires. Il faut des examens complémentaires. L'examen complémentaire, et c'est littéralement l'examen que la plupart des médecins généralistes vous demandent de faire pour pouvoir voir si vous avez de l'endométriose, l'IRM. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. En gros, c'est un examen qui permet d'obtenir des images en 2D ou 3D de vos organes internes. Ce qui est bien avec l'IRM, c'est qu'elle vient compléter les échographies qu'on a fait plus tôt et elles permettent justement de détecter des lésions qu'on n'avait pas pu voir avec les échographies. Par contre, le seul bémol qu'on va avoir avec l'IRM, c'est qu'elle ne détecte pas les lésions légères. Donc justement, par exemple, lorsqu'on a de l'endométriose parce qu'il y a de l'endomètre qui s'est déposé par exemple sur le péritoine, eh ben on va pas le voir parce que ce sont des lésions qui sont légères. Cela me permet de vous dire qu'il existe des centres de radiologie spécialisés dans l'endométriose. Donc si vous avez des examens à faire, n'hésitez pas à aller sur le site de EndoFrance, qui est une association, qui ont des bénévoles qui vont pouvoir vous rediriger vers des spécialistes de l'endométriose. Donc qui sont plus à même de voir si vous avez de l'endométriose qu'un médecin généraliste ou des personnes qui ne sont pas forcément éduquées, informées, sensibiliser à l'endométriose. C'est très important parce que c'est justement ça qui va permettre de faciliter et de raccourcir le temps de diagnostic et votre parcours santé. Vous n'avez pas envie de faire 1 million d'IRM. Vous n'avez pas envie de faire 1 million d'échographies. Donc une fois que vous avez fait vos examens et qu'on vous a diagnostiqué atteint d'endométriose, on peut encore vous demander de faire d'autres examens pour votre parcours santé. On peut vous demander de faire une hystérographie, qui est littéralement un examen qui permet de détecter les malformations de l'utérine, les déformations de la cavité utérine et de vérifier si les trompes sont bien ouvertes. En général, on vous demande de faire cet examen pour vérifier si vous n'aurez pas de problème au niveau de votre fertilité, donc de votre capacité à concevoir. Avoir des enfants, quoi, des bébés. On peut vous demander en complément de l'IRM, oui, beaucoup de compléments, de faire une échographie endorectale. Ça permet de détecter les lésions profondes, surtout au niveau du rectum. Et enfin, on peut avoir le coloscanner à l'air, la coloscopie virtuelle ou l'uroscanner, qui permettent à la fois de compléter l'IRM et de détecter des formes d'endométriose profonde. On a également des outils qui aident justement au diagnostic de l'endométriose et ce sont des outils que vous pouvez utiliser depuis chez vous. Je vais vous en donner deux. On a d'abord ShinyDeva qui est un outil numérique qui a été conçu pour dépister entre guillemets l'endométriose, donc faire un début de diagnostic pour en gros mâcher le travail aux médecins. C'est un auto-questionnaire qui est basé sur des témoignages de patients qui ont eu justement de l'endométriose. Suite à cet auto-questionnaire, vous allez recevoir un pourcentage qui vous indiquera si vous êtes susceptible d'avoir de l'endométriose. On a aussi l'application Luna. Elle a deux missions. Premièrement, dépister l'endométriose. Donc, comme l'outil qu'on a eu précédemment, c'est un questionnaire qui est basé sur des témoignages de patients qui ont eu de l'endométriose. Mais elle ne fait pas que ça, puisqu'elle a une deuxième mission, c'est une mission de suivi et d'évaluation. C'est un peu comme une application spéciale menstruation, si vous voulez. Et le petit plus avec Luna, c'est qu'il y a une partie Luna Éducation qui vous éduque sur beaucoup de choses concernant les menstruations et surtout concernant l'endométriose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais un peu plus tôt, je vous ai dit qu'il y avait un truc qui me frustrait, c'était justement le fait que ça aille lentement, que le gouvernement avait mis en place quelque chose justement pour que ça s'accélère. Eh ben, cette chose-là, on va en parler maintenant. Ça s'appelle la stratégie nationale. On va parler de manière chronologique. À partir de 2019, il y a eu un début de travaux pour organiser les soins pour les personnes atteintes d'endométriose. 2019. Je sais pas depuis quand les personnes avec un utérus existent, mais 2019. C'est vrai qu'on a vachement commencé à avoir nos règles à partir de 2019. Et le pire, c'est que ces travaux, ils ont été ralentis par le Covid. Bref, il y a une organisation qui, comme moi, s'est indignée sur le fait que, ouais, il y a eu le Covid, maintenant il faut reprendre les recherches. Cette organisation-là, c'est Endomine, qui est une association qui, justement, représente les personnes atteintes d'endométriose. Elle a fait hep 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 les cocos
aux ministres, aux sénateurs pour que justement ces travaux reprennent et qu'ils commencent à mettre les bouchées doubles. Donc à partir de mars 2021, le ministre de la Santé de l'époque, qui était Olivier Véran, si je ne me trompe pas, il a décidé de créer la stratégie nationale. Ça consiste à créer 5 groupes de travail pour réfléchir sur des sujets comme la recherche, les diagnostics, les soins, la formation des médecins et informer le public sur l'endométriose. Bien évidemment, l'association Endomind a été présente dans ces 5 groupes de recherche pour représenter justement les personnes atteintes d'endométriose. Et en janvier 2022, donc un an plus tard, le président de la République annonce le lancement de cette stratégie. Et en gros, cette stratégie nationale, elle se divise en 3 grands objectifs. Premièrement, placer la France en tête des recherches sur l'endométriose. Donc ils ont mis en place un plan de 20 millions d'euros pour financer ces recherches. Deuxième objectif, garantir un diagnostic rapide et des soins de qualité. Et enfin, le troisième et dernier grand objectif de cette stratégie nationale, informer et sensibiliser la société à propos de l'endométriose. Littéralement le but de cette vidéo. Je fais partie de la stratégie nationale. Voilà. Et quand on parle de la société, on parle des gens lambda comme des personnes qui font partie du personnel de la santé. Bref, maintenant je vais vous faire une petite liste non exhaustive, parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'autres et que j'ai peut-être dû les louper, de tips pour justement atténuer ces douleurs. On va commencer par le number one, la solution naturelle par excellence, la chaleur. La chaleur, ça contribue au délassement des muscles, donc ça détend le muscle. Donc si vous posez une poche de chaleur sur là où vous avez de la douleur, les muscles vont se détendre, la douleur s'amenuise. Donc si jamais vous avez mal par exemple à la zone pelvienne, vous posez une petite bouillotte d'eau chaude, ça détend vos muscles, donc du coup la douleur s'amoindrit. Bon, je vous ai parlé de bouillotte, mais ça peut être plein d'autres choses, ça peut être une douche, un bain, je sais pas. Il y en a qui posent plein de trucs chauds, ça peut être n'importe quoi, mais tant que c'est une source de chaleur qui vient sur la zone où ça vous fait mal, ça détend le muscle et ça lui fait du bien. Ensuite, deuxième méthode pour soulager la douleur, et je pense que c'est une méthode qui est connue de tous, les médicaments. Bien évidemment, on va pas se mentir, dès qu'on pense maladie, on pense médicaments. Donc bien évidemment qu'il y a des médicaments qui existent, qui ne sont pas spécialisés dans l'endométriose, mais qui permettent quand même de réduire, d'amenuiser la douleur. On a 2 types de médicaments. On a d'abord les antalgiques. D'ailleurs, retenez-les bien parce que les propriétés des médicaments, on peut les retrouver aussi dans des trucs naturels dont je vous parlerai un peu plus tard. C'est des médicaments qui permettent justement de réduire la douleur en les bloquant ou en les amenuisant. Dans ce genre de médicaments, on a le paracétamol, donc le Doliprane si vous voulez, l'ibuprofène et le flurbiprofène. Ensuite, dans le deuxième type de médicaments que vous pouvez retrouver, vous avez les antispasmodiques. Donc comme le nom du médicament l'indique, antispasmodique, c'est pour réduire les spasmes au niveau de la zone pelvienne. Et le plus connu des antispasmodiques, c'est le Spasfon. On va rentrer dans les méthodes un peu moins conventionnelles, les huiles essentielles. Comme les médicaments, on va les diviser en 2 parties, les antalgiques et les antispasmodiques. Dans les antalgiques, qui ont en général les propriétés anti-inflammatoires, on a l'huile végétale de bourrache, l'huile essentielle d'anis, l'huile essentielle de grain bigaradier, l'huile essentielle de camomille. D'ailleurs, vous pouvez le prendre en infusion aussi. La camomille, ça détend les muscles de manière générale, donc c'est très bien contre le stress, les maux de tête, enfin bref, la camomille c'est génial. Et on a enfin l'huile essentielle de lavande qui peut être un peu classée dans les deux parce qu'elle est anti-inflammatoire et antispasmodique. Dans les antispasmodiques, on a les huiles d'estragon, de basilic tropical, de fenouil, de ylang-ylang. J'ai un faible personnellement pour les petites recettes de grand-mère pour éviter de prendre des médicaments parce que je vais pas vous mentir, je deviens vieille, mes défenses immunitaires, j'ai l'impression qu'elles sont plus là. J'ai souvent des migraines, j'ai souvent mal au ventre, j'ai souvent la nausée, etc. Donc j'essaye au maximum d'avoir des solutions naturelles, des petits remèdes de grand-mère plutôt que de prendre des médicaments dès que j'ai mal à la tête. Quatrième méthode, le massage. Le but lorsqu'on a de l'endométriose, c'est de réduire les douleurs, donc les contractions, les crampes qui font que on a mal. Le massage a tous les bienfaits du monde. Un massage, ça détend les muscles. On vient masser là où on a mal. La région pelvienne, dans le bas du dos, au niveau des hanches, ça permet de stimuler littéralement la circulation sanguine, donc de détendre les nerfs, les muscles, et donc réduire les spasmes qui sont responsables de votre douleur. Le massage a une deuxième propriété, c'est qu'il libère des endorphines, qui sont des antalgiques
littéralement naturel. Pour la 5e méthode, je suis sincèrement désolée, je sais que lorsqu'on a nos menstruations, on n'a pas envie de bouger de notre lit. On a juste envie de tirer la couette et de rester dedans jusqu'à la fin de nos jours. Tellement c'est difficile. Je comprends à 100%. Sauf que cette méthode-là va vous demander de vous lever. Parce que cette 5e méthode, ce sont les exercices doux, comme les étirements, le yoga ou la marche. Il faut favoriser la circulation sanguine pour justement réduire les crampes. De la même manière que les massages, ça libère de l'endorphine. Endorphine qui est bien contre le stress, contre les douleurs, surtout au niveau des crampes. Et bien évidemment, comme tout type d'exercice, ça diminue le stress. Le 6e, j'ai envie de vous dire, c'est bien de l'éviter tout court. Éviter le tabac. Pour le coup, là, je vais reprendre mes petites notes. Parce que je sais que c'est issu d'une étude et je l'ai toujours pas retenue, l'étude, parce qu'elle est en anglais. Mais en gros, l'étude, c'est Prospective Study of Exposure to Environmental Tobacco, Smoke and Dysmenorrhea. Dysménorrhée, du coup, en anglais. Donc, en gros, cette étude, elle dit globalement que le tabac, ça aggrave les crampes et les douleurs menstruelles en réduisant la circulation sanguine. Donc, ça accentue les contractions de l'utérus, ce qui cause justement ces douleurs. Le tabac peut également entraîner des déséquilibres au niveau des hormones, comme les prostaglandines, qui sont des hormones responsables des douleurs menstruelles. Enfin, dernière option, et je pense que tout le monde la connaît, saviez-vous que pour réduire l'impact des douleurs menstruelles, donc des dysménorrhées, on peut également pratiquer le sexe. Les rapports sexuels, ça réduit la douleur liée aux menstruations. Et en plus, ça a un impact à la fois psychologique et physiologique. Commençons par les impacts physiologiques. Ça libère des endorphines, qui sont des antalgiques naturels, donc qui permettent la réduction de la douleur. L'excitation sexuelle permet d'augmenter la circulation sanguine. Autre bon point, les contractions musculaires liées à l'orgasme, ça permet de détendre les muscles au niveau de la zone pelvienne. Et enfin, l'activité sexuelle permet de diminuer le niveau de cortisol, qui est l'hormone littéralement liée au stress. Les bienfaits au niveau psychologique, le fait que ça peut améliorer l'humeur, donc réduire l'irritabilité qu'on peut ressentir, notamment pendant la période des menstruations. Et bien évidemment, le fait que vous soyez intime avec votre partenaire, ça peut offrir un certain soutien émotionnel. Alors, avant que vous vous lanciez dans cette folle aventure d'avoir des rapports sexuels, dans lequel on va imaginer que dans lequel vous avez vos menstruations, il faut des précautions, un minimum, les gars. Commencez par protéger les draps, enfin protéger l'endroit où vous allez pratiquer le sexe littéralement, hein. Donc pour éviter de nettoyer après. Après, j'ai envie de vous dire, des fois ça arrive comme ça, vous avez envie et vous n'avez pas forcément le temps de vous préparer et c'est pas grave, hein. Au pire, des draps ça se lave, des personnes ça se lave, donc au pire profitez du moment. Mais si vous avez envie d'éviter ce moment un peu chiant, un peu parfois gênant, de devoir tout nettoyer ensuite, bah prenez vos précautions et mettez une serviette, mettez des draps, mettez, je sais pas, quelque chose que vous pouvez tâcher et qui pourrait être enlevé relativement facilement quand ce sera terminé. Et bien évidemment, pratiquer le coït lorsque la personne a ses menstruations. Ça demande un minimum de communication pour que les personnes qui sont impliquées dans le rapport sexuel se sentent parfaitement à l'aise, surtout la personne qui a ses menstruations. Bon, on va pas se mentir, je vous ai donné plein de méthodes, mais j'ai encore quelques petits tips à vous donner. On va les appeler les menstru-tips d'Hello. J'aime trop le nom. Je pourrais littéralement faire une vidéo pitié. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est littéralement d'investir dans des protections hygiéniques et réutilisables, notamment les culottes menstruelles ou les culottes de fuite urinaire. Alors, je vous explique. Je sais, c'est un budget, ça coûte une blinde. Une culotte, ça coûte une blinde. Mais comment vous dire, moi je suis le genre de personne qui a des menstruations qui sont relativement, comment vous dire ça de manière abondante. Elles sont abondantes. C'est vraiment au stade où si je prends des serviettes hygiéniques de taille normale, relativement d'absorption normale, je suis obligée de les changer toutes les 2 heures. J'ai pas le temps dans la journée
de me changer toutes les 2 heures, de prendre 15 minutes à retirer le truc, à l'enrouler correctement, le mettre dans un petit papier pour pas que ça choque les petites personnes que sont les hommes cisgenres qui ne sont pas éduqués sur le sujet, de devoir vérifier si ma culotte a été tachée par une quelconque position que j'ai pu avoir ou je ne sais. C'est trop chiant, ça m'énerve. Donc j'ai décidé d'investir dans des culottes menstruelles, culottes de fuite urinaire, je vous assure les gars. Vous avez l'impression que c'est pour les vieilles mamies ou pour les femmes qui sont enceintes juste après qu'elles aient accouché. Non. Ça sauve votre journée. Parce que une fois que vous avez votre culotte menstruelle, et que même avec un flot abondant, vous pouvez la garder de 7h du matin jusqu'à 20h le soir, vous avez une culotte à vous tenir la journée. Vous la mettez à la machine et c'est terminé. Et rebelote à chaque fois que vous avez une menstruation. Moi personnellement j'ai investi dans 5 culottes menstruelles et je remercie mon monsieur parce que mon monsieur est tellement prévenant que pour mon anniversaire il m'a offert un short menstruel avec une brassière qui va avec. Donc je vous assure que le premier jour de mes menstruations, la première chose que j'ai faite c'est mettre la brassière, le short menstruel et littéralement mon plaid ou le gros sweat à capuche qui m'a offert chauffant. J'étais trop bien. J'étais trop bien. En gros, le short mensuel, c'est comme une culotte menstruelle, mais sous forme de short. Donc c'est un peu plus confortable. Je vous avoue que les serviettes hygiéniques, je l'utilise quasiment plus, à part quand c'est vraiment le tout début des règles, donc je sais pas s'il va y avoir des taches de sang et j'ai la flemme de nettoyer mes culottes, donc du coup j'en mets au cas où, même s'il va y avoir aucune tache de sang. Et pareil pour la fin de mes menstruations, voilà. Donc c'est vraiment des au cas où. Mais sinon, pour tout le reste, j'ai des culottes menstruelles que je lave. Et elles restent. Et ça fait 1 an et demi que je les ai. D'ailleurs, je sais que c'est un budget, mais je sais également qu'il y a une aide de l'État, justement pour vous aider à vous acheter des culottes menstruelles. Alors, bien évidemment, il y a des conditions. C'est pour toutes les personnes âgées de moins de 26 ans qui sont bénéficiaires de la protection santé solidaire, qui peuvent bénéficier du coup de la gratuité en pharmacie de protection hygiénique réutilisable. C'est pas comme si les individus possédant un utérus de plus de 26 ans n'avaient plus leur menstruation, mais ça c'est pas grave. On a déjà ça. Voilà, on va se contenter des petites miettes qu'on nous donne. Deuxième petit tips que je peux vous donner, c'est en vrai en rapport avec les huiles essentielles et le massage. Il y a un produit que mes parents, mes grands-parents utilisent énormément et je comprends pourquoi. La baume du tigre. Je suis sûre qu'en vrai, toutes les personnes qui ont une culture relativement orientale connaissent la baume du tigre. Ce truc, il est magique. C'est une baume qui sert à tout. Absolument tout. T'as mal au dos, tu te masses avec. Tu as un rhume, tu te masses avec. T'as mal à la tête, tu te masses avec. C'est vraiment une baume qui sert à absolument tout. Et ben, elle sert justement pour les... Est-ce que vous vous rappelez du terme pour dire les douleurs menstruelles? Les dysménorrhées. On a 4 bienfaits principaux pour la baume du tigre au niveau des dysménorrhées. Premièrement, on a un soulagement des crampes abdominales parce que c'est une crème qui a une propriété qui est chauffante, donc du coup ça détend le muscle. On a également l'amélioration de la circulation sanguine, justement en l'appliquant, en faisant des massages dans les endroits où c'est douloureux. Il y a du camphre et du menthol qui vous permettent d'améliorer la circulation sanguine via le massage. Elle a un effet relativement apaisant, pas forcément que pour les zones où vous allez masser, mais aussi au niveau de... Enfin, vous savez, au niveau olfactif, parce que la baume du tigre, elle a cet arôme mentholé qui vient vous prendre au nez, qui est super pour la détente. Vous savez, quand vous avez un rhume ou quand vous avez mal à la tête, vous mettez un peu de Vicks et ça va tout de suite un peu mieux. Vous avez l'impression que c'est un peu débouché au niveau de cette partie ici, l'arrêt du nez, et au niveau de là. Et enfin, la baume du tigre, elle est faite à base d'huile de clou de girofle qui a des propriétés anti-inflammatoires qu'on a vu un peu plus tôt avec les médicaments, les huiles essentielles. Troisième petit tip que je peux vous donner, c'est que je sais que pendant les menstruations, on a généralement d'autres maux qui surviennent, notamment des maux de tête. Et je vous ai dit que j'adore les remèdes de grand-mère. Et bien là, c'est pas un remède à boire, mais c'est un remède à se faire ressentir. Quand vous avez mal à la tête, vous prenez une bassine d'eau chaude et vous mettez genre l'eau chaude la plus chaude que vous puissiez supporter avec vos pieds. Et vous trempez vos petits pieds dedans et en même temps, vous buvez un verre d'eau glacée. Je peux vous assurer que la douleur s'amenuisera et voire même disparaîtra. Et enfin, ça c'est de manière générale, en vrai, c'est pas que pendant les menstruations. Buvez beaucoup d'eau.
parce que boire de l'eau, ça réduit les rétentions d'eau et les ballonnements qui sont aussi responsables des spasmes et des douleurs pelviennes que vous pouvez ressentir lors de vos menstruations. Je crois, les amis, que nous avons fait un peu le tour de l'endométriose. Sachez qu'il existe deux grosses associations qui sont justement spécialisées dans l'endométriose qui s'appellent EndoFrance et EndoMind, qui ont des sites internet, des bénévoles, donc n'hésitez pas à les suivre, que ce soit sur leurs sites internet ou sur leurs réseaux sociaux, pour pouvoir en apprendre un peu plus chaque jour. Je suis sûre qu'il y a plein d'informations complémentaires que vous pourrez retrouver sur leur site internet ou en parlant à leurs bénévoles qui permettront de compléter vos connaissances en plus de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous apprendra beaucoup de choses. Moi, personnellement, ça m'a permis d'apprendre tellement de choses sur une pathologie qui littéralement me concerne. N'hésitez pas à la partager autour de vous, parce que plus les gens sont informés, plus les gens sont sensibilisés, plus on fait avancer les choses. Et je trouve ça encore une fois scandaleux que on a une pathologie qui touche autant de populations rien que sur le territoire français et qu'il n'existe à ce jour aucun traitement spécifique pour l'endométriose. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir, et un petit like. Et on se dit à une prochaine vidéo. Des bisous mes mimis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je publie régulièrement. Sinon, j'espère que tu as passé une bonne journée, soirée ou après-midi en fonction du moment où tu le regardes, et je te fais des bisous.